Il y avait auparavant les serial killers, il y a maintenant un serial thinker dans la Top Family, un super penseur, c'est Lev Frankel, le prof de philo qui cartonne sur TikTok. Bonsoir Lev. Bonsoir. Lev, tu as longtemps enseigné la philo au lycée, je dis longtemps même si tu es encore tout jeune. En ce moment, tu enseignes la philosophie au département d'études hébraïques de l'Université de Strasbourg et tu es surtout connu pour t'être donné une mission il y a quelques mois, c'était rendre accessible la philo à tout le monde via les réseaux. Est-ce qu'il y a eu un déclic ? Alors moi, j'étais sur YouTube depuis 3 ans déjà. Et effectivement, c'est il y a 6 mois que ça a bien démarré sur TikTok, où je me suis dit que voilà, il fallait faire quelque chose de peut-être plus court et qui permette aux élèves de réviser leur bac de manière optimale. Et donc, j'ai fiché toutes les notions de bac en 3 minutes par notion. Donc, il y en a 17, c'est ça ? Il y en a 17, exactement. Et donc après, ça a fait une grande vidéo sur YouTube, tout le programme en 1 heure, 17 x 3, voilà, ça donnait à peu près 1 heure. Qu'est-ce qui t'avait déjà donné envie d'amener la philosophie sur YouTube ? Alors moi, en fait, j'étais un élève à l'école qui aimait pas beaucoup le système scolaire. Ok. Et du coup, j'ai retrouvé ça quand je me suis retrouvé de l'autre côté du bureau en tant que prof. Et j'ai retrouvé cette frustration. J'ai retrouvé aussi des élèves qui venaient parfois à contre-cœur, qui n'avaient pas forcément envie d'être là. Et je me suis dit, comment essayer de faire de la philo ? Moi, ce que j'adorais, c'est enseigner la philo, mais je voulais le faire. Je voulais que ça puisse plaire aux élèves, que ce soit pas ennuyeux, que ce soit essayer d'enseigner d'une manière alternative, en fait, en dehors du système scolaire. Et je me suis dit que les réseaux, YouTube et TikTok, c'était excellent pour le faire. Et c'est ce que j'ai fait. Résumer chaque notion du programme de philosophie sur TikTok en 3 minutes, c'est un concept, ça demande une méthodologie. Comment tu fais ? Comment tu t'y prends ? C'est vrai que ça m'a beaucoup servi toutes ces années d'enseignement, d'expérience, parce que souvent, en tant que prof, on enseigne énormément de choses, énormément d'auteurs, énormément de références philosophiques, et on ne se rend pas toujours compte que certaines références ne sont pas facilement utilisables et exploitables dans une dissertation. Et là, j'ai essayé d'être vraiment le plus efficace possible en me disant, voilà, qu'est-ce qu'un élève pourra vraiment utiliser, quels sont les exemples qu'il va retenir, quelles sont les références pertinentes qu'il pourra utiliser dans une dissertation de manière facile, en fait, sans... voilà. Avec des exemples d'aujourd'hui, voilà ce que Exactement. ça donne. Un extrait de Mbappé mérite-t-il son salaire ? Mbappé est le joueur de foot le mieux payé au monde. Mais est-ce qu'il mérite vraiment son salaire ? Le salaire de Kiki au PSG est évalué à 200 millions par an. Et tout ça sans compter les autres revenus qu'il touche à côté. Bon, évidemment, il se fait allumer par les impôts, mais il lui reste quand même 100 millions net. Ça va, il se met bien. Pour le dire plus clairement, il gagne environ 6300 SMIC par mois net d'impôts à 23 ans. Est-ce qu'il est possible de mériter un salaire pareil ? Qu'est-ce qui peut bien justifier une telle inégalité avec les revenus du français moyen ? On va envisager les meilleurs arguments et essayer de voir s'ils tiennent la route. Mais pour ça, il faut d'abord définir la notion de mérite. On mérite quelque chose si notre talent est en rapport avec la récompense ou le privilège. T'es excellent, tu mérites. Quand Maradona marque avec la main contre l'Angleterre en quart de finale de Coupe du Monde 86, il mérite évidemment pas son but. Par contre, lorsque quelques minutes plus tard, il parvient à marquer ce qu'on appellera le but du siècle en dribblant tout seul la moitié de l'équipe anglaise depuis le milieu de terrain, là il mérite 100 fois car le talent est en rapport avec la récompense. Mais le mérite peut aussi désigner l'écart entre le point de départ et le point d'arrivée. Parce que ça veut dire que tu t'es arraché pour y arriver. Tu t'es arraché, tu mérites. Reprenons l'exemple de Maradona. Il a grandi dans la misère d'un bidonville de Buenos Aires et il a réussi à s'en sortir grâce à son talent et ses efforts. L'écart entre le point de départ et le point d'arrivée est immense. Cette deuxième définition du mérite est liée à l'effort que l'on doit faire pour obtenir quelque chose. Mais il reste encore une dernière définition. Le mérite, ça peut aussi être tout simplement le mérite moral. Tu fais le bien, tu mérites. Là, on pense par exemple à Mbappé qui a reversé l'intégralité de sa prime du mondial, 350 000 €, à une asso pour les enfants malades et handicapés. Donc on peut dire qu'il méritait de la gagner. Donc en résumé, t'es excellent, tu mérites. Tu t'es arraché, tu mérites. Tu fais le bien, tu mérites. Bon alors mettons que Mbappé coche les 3 cases. Il est excellent, il s'est arraché chaque jour depuis qu'il a 5 ans pour sa passion. Et c'est un chic type, il donne même de la thune aux assos. Mais si on prend un peu de recul, est-ce que Mbappé mérite vraiment de gagner un salaire pareil ? Alors oui, il nous fait du bien, il nous divertit, il nous apporte du plaisir. Mais est-ce qu'il n'y a pas des métiers bien plus importants pour la société ? Un chirurgien cardiaque qui sauve des vies ? Une infirmière ? Une aide-soignante ? Un pompier ? Un prof qui arrive à passionner ses élèves pour la littérature ou la science ? Ces personnes-là ne sont-elles pas au moins aussi importantes qu'un footballeur ? Et pourtant, rappelez-vous que Mbappé gagne l'équivalent du salaire de 4000 sapeurs-pompiers, qui risquent parfois leur vie. Et c'est là que certains diront que c'est peut-être injuste, mais c'est la loi du marché. Ce qui définit le mérite, c'est pas la qualité d'un service, ni l'effort, ni même la morale, mais tout simplement la loi du marché. La loi de l'offre et de la demande. Si les gens sont prêts à payer pour voir Mbappé, alors il mérite son salaire.
S'il produit effectivement la richesse qu'il reçoit, alors je vois mal comment on pourrait décider de lui prendre. C'est un argument libertarien qu'on peut retrouver chez un philosophe comme Robert Nozick. Les libertariens considèrent que la société la plus juste n'est pas celle qui est la moins inégalitaire, mais celle qui respecte le plus les libertés individuelles. Le seul critère valable pour Nozick, c'est la façon dont tu as reçu cet argent. En d'autres termes, si ta fortune résulte d'un transfert volontaire de richesse, alors personne n'est en droit de te retirer cet argent sous aucun prétexte. Imaginons qu'1 million de Français sont prêts à payer 50 € pour voir Mbappé jouer. Mbappé va se retrouver avec 50 millions dans la poche. Ça va créer une inégalité énorme. Mais où est le problème? Tant que tout le monde est consentant. Personne n'a forcé 1 million de Français à payer cette somme. Nozick va même jusqu'à conclure que si on lui prend cet argent par des impôts, c'est comme si on lui imposait des travaux forcés. Mbappé est taxé à 50% sur ses revenus. Ça veut dire que la moitié de son temps de travail, c'est pour l'État français. Ce qui pour un libertarien est inadmissible. Je n'ai pas le droit de porter atteinte à la liberté d'un individu sous aucun prétexte. Personne ne doit être obligé de travailler pour un autre. Même si un gamin est en train de crever de faim à côté de moi, j'ai pas le droit de voler l'argent d'un milliardaire pour lui acheter du pain. Les libertariens affirment un principe fondamental. Les individus sont propriétaires d'eux-mêmes. Personne n'a le droit de contester ça, même si c'est pour le bien de toute la société. Alors oui, tout ça est vrai, mais Nozick oublie peut-être un point très important. Le raisonnement ne tient que si on considère que la performance de Mbappé lui appartient à lui seul. C'est là où le principe libertarien selon lequel chacun est propriétaire de soi-même est une vision un petit peu simpliste de la vie. En réalité, ce que nous sommes est en grande partie le résultat d'un processus social. L'individu n'est jamais responsable à lui seul de ce qu'il produit comme richesse. Le petit Kylian, c'est l'enfant de Wilfried Mbappé, ancien footballeur régional, et de Faiza Lamari, handballeuse en division 1. Grâce à sa famille, il a donc premièrement une génétique incroyable, une explosivité, une vitesse hors du commun. Et ça, Mbappé le reconnaît lui-même. Il dira ceci dans une interview à France Football. Quand tu es enfant, la vitesse, tu sais très vite si tu l'as ou pas. Ça explose aux yeux, ça casse la rétine. Et attention, les parents de Kylian lui ont pas donné que la génétique. Il est né dans un milieu très favorable à une carrière dans le foot pro. Le père est un éducateur de foot réputé au FC Bondy. Il a formé plusieurs joueurs pros, Sébastien Corchia, Jonathan Iconé, Kembo et Coco, que Kylian considère comme son grand frère tant son père l'a aidé et couvé. Et là, je vous en cite quelques-uns. En vrai, il y a plein d'autres footballeurs pros qui ont été formés par le papa Mbappé. Et le milieu très favorable, ça vient pas que de la famille quand on y réfléchit. Mbappé est né en 98 dans une France avec énormément d'infrastructures sportives. Depuis au moins les années 30, la France a subventionné à fond le sport. Les terrains de foot, a construit des infrastructures sportives de très haut niveau. Là, vous voyez un truc très intéressant. Au-delà de la génétique, au-delà des éducateurs formidables, il faut être dans un pays de foot pour que notre exceptionnel Kylian réussisse. Vous connaissez-vous des footballeurs indiens ou chinois? Ils sont 2 milliards, il y a forcément des potentiels footballeurs de talent. Statistiquement, il devrait même y en avoir 30 fois plus que chez nous. Pourtant, au niveau international, aucun footballeur chinois ou indien. Donc vous pouvez avoir tous les talents du monde, c'est la société dans son ensemble qui fait éclore ou non ses talents. Même Warren Buffett, dont la fortune est estimée à 100 milliards de dollars, le dit très clairement. Le système américain m'offre d'énormes récompenses pour ce que j'apporte à cette société. Je pense personnellement que la société est responsable d'un pourcentage très significatif de ce que j'ai gagné. Si vous m'envoyez au milieu du Bangladesh, du Pérou ou ailleurs, vous découvrirez ce que ce talent pourra produire dans un milieu moins propice. Je serai encore en train d'essayer de me sortir du pétrin 30 ans plus tard. Je travaille dans un système de marché qui récompense très bien de façon disproportionnée ce que je sais faire. Le talent seul n'est rien. C'est toujours le système qui valorise ou non un certain talent. Et parfois de manière totalement disproportionnée selon l'aveu même de Warren Buffett. Donc l'argument libertarien est valable si on considère que Mbappé s'est construit tout seul. Mais c'est pas le cas. Il a hérité non seulement d'une génétique et d'un milieu social extrêmement favorable, mais aussi d'une infrastructure sportive que tous les contribuables ont payé grâce à leurs impôts. Les contribuables français ont en quelque sorte investi dans la construction d'infrastructures sportives pour produire des Mbappé. Et les impôts, c'est en fait un retour sur investissement. Et vous alors, vous êtes plutôt libertarien ou pas? Mbappé doit-il payer autant d'impôts? Dites-le moi dans les commentaires. Tu abordes des questions philosophiques à partir d'exemples modernes, en fait, c'est ça? Voilà, exactement. J'essaye de faire référence à la pop culture autant que possible, parce que c'est la culture des élèves. Alors j'essaye aussi de donner des références classiques pour briller un petit peu plus dans les copies, mais les deux sont nécessaires, je crois. Les références pop sont nécessaires pour donner aux élèves envie d'apprendre et leur montrer qu'ils sont déjà en train de faire de la philosophie, que quand ils regardent par exemple la série Dahmer, je ne sais pas si on en parlera. On va en parler, bien sûr.
Quand ils regardent la série Dahmer, ils sont déjà en train de se poser des questions philosophiques. Est-ce que Dahmer est déterminé à être un serial killer ou pas? Et donc ça, c'est des questions qui sont traitées dans le programme. C'est la notion de liberté. Est-ce que l'être humain a un libre arbitre ou est-ce qu'il est déterminé? Donc c'est Spinoza contre Sartre, par exemple. Et voilà, donc c'est-à-dire que c'est hyper important de montrer aux élèves qui sont déjà dans leur vie courante, dans dans leur propre référentiel, en train de faire de la philosophie. Tu parlais justement de la vidéo sur Dahmer, des 6-7 millions de vues parfois sur tes vidéos sur TikTok. On découvre cet extrait, la série sur le serial killer sur Netflix. C'est pas vous, mais moi j'ai jamais eu envie de dévorer un être humain. C'est une pulsion qui n'existe pas dans mon cerveau. J'ai aucun mérite de pas l'avoir fait parce que ça me révulse tout simplement. Mais Jeffrey Dahmer, lui, il a cette pulsion. Comment est-ce qu'elle est arrivée dans son cerveau? Est-ce que Jeffrey Dahmer avait le choix de tuer et dévorer ses victimes? C'est la question philosophique que j'ai envie de vous poser aujourd'hui. Ce qui est intéressant dans cette série, au-delà du côté hyper réaliste que j'adore, c'est qu'on voit plusieurs causes possibles. La mère de Jeffrey Dahmer est à moitié folle, elle se gaffe de médoc pendant sa grossesse. Le père, il se dit, je vais égayer un petit peu le fiston et la seule activité qu'il trouve, c'est de lui apprendre à découper des animaux. Bref, soit le gamin est livré à lui-même et à son alcoolisme, et quand on s'occupe de lui, c'est pour lui faire une vraie formation de psychopathe. Quand on regarde la série, on se demande finalement, est-ce que ce gamin aurait pu avoir un autre destin? Alors je mesure à quel point ma question est scandaleuse, parce que si on dit qu'il n'avait pas le choix, ça veut dire peut-être qu'il n'est pas coupable des meurtres qu'il a commis. Je reviendrai sur cette question un peu plus tard. Mais d'abord on va se demander, ça veut dire quoi agir librement? Si on entend par un acte libre le fait d'agir sans être déterminé par aucune cause, alors c'est tout simplement impossible. Il y a toujours une cause à tout ce qui se passe. Prenons un exemple. Si je vous dis que le smartphone qui est en train de me filmer est arrivé là sans aucune cause, vous n'allez pas me croire. Et vous aurez raison. Les causes sont multiples. Les causes de la présence du téléphone, c'est moi qui l'ai posé ici pour me filmer. Et si on remonte plus loin, c'est l'ingénieur qui l'a conçu, etc. Et c'est exactement pareil pour vos idées, vos désirs et vos motivations. Ils ne sont pas arrivés par hasard dans votre cerveau. Alors c'est vrai, vous allez me dire qu'on a l'impression de choisir tous les jours, de faire des millions de choix. Par exemple, si je vois un mendiant dans la rue, je me demande est-ce que je vais lui donner de l'argent ou pas, et je décide finalement de lui donner librement. Mais il y a bien une cause au fait que mon cerveau a décidé de pencher d'un côté ou de l'autre de la balance. En réalité, il y a deux possibilités logiques. Soit il y a une cause, ou plutôt des milliards de causes qui se combinent entre elles, soit c'est le hasard. Mais dans les deux cas, je ne suis pas libre. Et c'est pareil pour Jeffrey Dahmer. S'il a des pulsions cannibales, ça ne vient pas de nulle part, ça vient de son cerveau. Alors pourquoi son cerveau est un cerveau cannibale? Il peut y avoir des raisons génétiques, psychologiques ou liées aux abus médicamenteux de sa mère. Mais il y a bien une raison. Si vous n'avez pas de pulsion cannibale, il y a aussi une raison. Tout ce qui existe dans le monde a une cause. Rien n'arrive sans cause. Donc tout est déterminé. C'est ce que découvre le philosophe Spinoza, et c'est ce qu'il appelle le déterminisme. La liberté humaine est une pure illusion. On croit qu'on choisit, mais c'est seulement parce qu'on ne connaît pas toutes les causes qui nous ont amenés à agir. Maintenant, est-ce que ça veut dire que Dahmer n'est pas responsable de ce qu'il a fait? La société doit pouvoir considérer qu'il est quand même responsable, parce qu'on doit l'empêcher de nuire, il faut le neutraliser. Mais dans le fond, si on avait été à sa place, on serait peut-être pareil. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Au début, tu l'as dit, tu t'es lancé sur YouTube avec une chaîne et un surnom, un pseudo serial thinker. C'est quoi pour toi un serial thinker? Un serial thinker, c'est d'abord Socrate en fait qui a été considéré comme un serial killer alors qu'il n'était en fait qu'un penseur. D'où l'idée du jeu de mots. Après, il y a aussi l'idée que j'utilise, il faut que je précise que Socrate a été condamné à mort, donc condamné par le tribunal athénien, donc considéré comme un criminel, alors que finalement, il ne faisait que essayer de penser avec des gens qu'il rencontrait dans la rue. Et ces gens-là, finalement, c'était des gens assez puissants qui n'ont pas beaucoup aimé le fait d'être déstabilisés et remis en question. Et donc c'est ça la philosophie aussi, c'est ce côté un petit peu finalement dangereux aussi. C'est-à-dire qu'on déstabilise. La philosophie, elle est là pour déstabiliser. Et d'ailleurs, ça a coûté cher à Socrate. Donc il y a aussi le jeu de mots avec les séries. C'est-à-dire que comme j'utilise beaucoup de références aux séries, donc il y a cette idée de serial thinker, de penser grâce aux séries, avec les séries. À partir du moment où tu as lancé Serial Thinker sur TikTok, là, il y a eu un véritable engouement. Tu l'expliques par le format court? Je pense que le format court a beaucoup joué. Alors maintenant, heureusement, il y a aussi une possibilité de faire des vidéos de 10 minutes sur TikTok. Ça, je trouve ça très bien. Comme ça permet aux élèves de voir, voilà, on peut faire quelque chose en 3 minutes, mais après, ça les amène vers des formats un petit peu plus longs, notamment la vidéo sur Mbappé dont vous avez parlé. Voilà, c'est une vidéo de 10 minutes, donc plus exigeante. Mais j'espère amener les élèves aussi vers ces formats un peu plus exigeants.
Le retour des étudiants, le retour des lycéens, il est très bon, j'imagine, mais le retour des autres profs de philo, ils en pensent quoi? Ah oui, c'est une bonne question. Alors, il y a beaucoup de collègues qui ont apprécié, hein. Je pense que la majorité vraiment ont apprécié, mais il y a toujours quelques haters qui, je sais pas, se sentent parfois j'ai l'impression qu'ils se sentent en rivalité avec les réseaux, avec les profs qui émergent sur les réseaux, mais c'est pas du tout, enfin, c'est dommage parce que c'est le contraire. C'est-à-dire que je pense que si on donne envie aux élèves d'explorer leur matière, et ben on leur rend service. Donc ils devraient voir ça comme un allié plutôt que comme une rivalité idiote. Résumer chaque notion du programme de philosophie, il y en a 17 points en 3 minutes. Comment tu construis ce type de contenu? Les notions du programme de philosophie, chacun résumé en 3 minutes. Expliquer une façon de penser, expliquer une pensée en 3 minutes, c'est court. C'est vrai, c'est très court. Et moi-même, au départ, j'y croyais pas vraiment. Je me suis enfermé 2, 3 semaines avant le bac dans une pièce où dont je ne suis quasiment pas sorti. Et j'ai passé mon temps à écrire et voilà. Et j'ai fait un vrai travail d'écriture pour que ce soit le plus concis et le plus clair possible, mais qu'à chaque fois, il y ait quand même deux idées contraires qui s'opposent. Parce que c'est ça la philosophie, c'est essayer de montrer qu'il n'y a pas d'autoroute de la pensée et qu'à chaque fois, sur chaque idée, sur chaque notion, sur chaque thème, il y a une problématique. Et une problématique, c'est deux idées qui s'opposent entre elles et qui permettent à la réflexion, qui permettent de nourrir la réflexion et qui permettent vraiment d'aboutir à une idée plus complexe et plus intéressante. Certains de tes anciens élèves disent que tu as une méthode redoutable. Comment tu vas repasser quand tu vas reprendre les cours au lycée? Comment tu peux repasser du prof de philo sur TikTok au prof de philo qui donne 2 heures de cours dans une salle? Il y a une Ah, grande différence entre les deux. oui, bien sûr. Alors, je sais pas, pour le moment, voilà, pour le moment, j'ai pris une année de dispo, donc on va voir comment ça se passe avec la chaîne. Mais si je retourne effectivement en salle de classe, je pense que ça me servira parce que ça m'a permis aussi de clarifier des choses. Tout ce travail d'écriture, de vidéo, me servira aussi, je pense, en classe. Parce que voilà, ça m'a permis d'être le plus pédagogique possible. Et voilà, ça m'a aidé à écrire des cours, je pense, j'espère encore meilleurs que ceux que j'avais les années passées. Des vidéos qui sont vues entre 6 et 7 millions de fois, plus de 100 000 abonnés également sur TikTok. Tu t'attendais à un tel succès? Pas forcément. Alors c'est vrai, quand on se lance sur les réseaux, on s'imagine, on ne sait pas quand ça va arriver en fait. Alors j'espérais vraiment que ça arrive un jour, Ouais. mais voilà, ça a mis quand même 3 ans. 3 ans pendant lesquels finalement sur YouTube, je faisais ces vidéos pour quelques milliers de personnes. Et puis voilà, et c'est sur TikTok. Je m'attendais pas à ce que ça se passe sur TikTok en fait. Voilà. Puisque j'avais fourni déjà un gros travail sur YouTube pendant 3 ans. Et en fait, il faut trouver son public, je crois. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, voilà, mon public, c'était vraiment, je crois, au départ, les lycéens. Quand on fait des contenus comme ça, il y a souvent un objectif. Quand on fait quelque chose sur les réseaux, Mm. là, il y a un livre qui sort Il y a un livre qui sort en avril éditions aux Hachette. éditions Hachette. Il s'appelle Le bac philo en mode serial thinker. C'est ça le titre ou pas? Voilà, exactement. Tu peux nous parler un Si peu de le ce titre livre? ne change pas d'ici là, mais normalement, ça devrait être ça, le bac philo en mode serial thinker. Et donc, c'est un livre qui fait environ 200 pages et qui va permettre de compléter ces vidéos qui sont quand même assez courtes, hein, et qui va permettre voilà, d'avoir un cours qui soit le plus clair possible. Parce que souvent, quand on lit des annales, c'est souvent finalement pas très bien expliqué. C'est des résumés de cours. Le problème, c'est que il faut bien savoir que tous les cours de philo sont différents. Aucun prof de philo en France ne fait le même cours de philo qu'un autre prof de philo. D'accord. Et c'est normal parce qu'ils doivent écrire eux-mêmes leurs propres cours à partir des auteurs qu'ils aiment et qui les intéressent. Ouais. Et donc, c'est pour ça que quand on se sert des annales de philo, bah, finalement, c'est pas très utile parce que si on n'a pas travaillé cet auteur en cours, eh ben, on va pas le comprendre dans les annales. Alors que là, moi, je fais un cours vraiment où je vais essayer d'expliquer tout ce que je dis, tous les auteurs, toutes les références, tous les exemples de la manière la plus claire possible. Et ça va venir compléter ces vidéos sur TikTok et YouTube. Le livre sortira au mois d'avril. Il s'appellera Le bac philo en mode serial thinker. Ce sera aux éditions Hachette. On écoute un nouvel extrait d'une de tes vidéos sur TikTok. La célébrité rend-elle fou? Depuis quelques années, on ne compte plus les personnalités du showbiz accusées de viol et de corruption de mineurs. Les accusations pleuvent par dizaines. Actuellement, on parle beaucoup de Norman dans le YouTube Game, mais ça touche aussi la télévision et le cinéma. PPDA, Nicolas Hulot, Harry Habitant et Morandini qui vient d'être condamné pour corruption de mineurs. Alors évidemment, j'ai pas plus d'infos que vous sur ces accusations et on va laisser la justice faire son travail en espérant que toute la vérité puisse éclater au grand jour sur ces affaires. Mais j'entends souvent autour de moi une interrogation sur laquelle j'aimerais apporter un éclairage.
Les gens se demandent souvent comment se fait-il que des stars, qui sont courtisées du matin au soir, puissent tomber dans un tel travers. Si vous avez des centaines, voire des milliers de possibilités de relations consenties, pourquoi aller forcer une relation sous la contrainte? Ça paraît absurde. Si t'as un pass Navigo illimité, pourquoi aller s'emmerder à frauder le métro? Dans l'imaginaire collectif, un violeur, c'est un psychopathe, quelqu'un qui est marginalisé par la société, quelqu'un qui parle à personne et à qui personne ne parle, quelqu'un qui est trop mal dans sa peau pour obtenir le consentement d'une relation. Mais en réalité, c'est pas toujours le cas, et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Pour comprendre ce phénomène, nous allons nous aider de l'écrivain et philosophe George Orwell. Orwell, qui a longtemps vécu avec les ouvriers en Angleterre dans les années 30, commence par renverser une idée préconçue, très répandue et qu'on entend souvent dans les milieux bourgeois. C'est l'idée selon laquelle les classes populaires sont immorales ou qu'elles sont plus vulgaires que les classes sociales supérieures, qui seraient plus raffinées et mieux éduquées. Dans la tête de beaucoup de gens, il y a d'un côté l'enfant modèle des familles bourgeoises qui s'exprime correctement, avec politesse, qui travaille bien à l'école, qui s'intéresse aux grandes œuvres d'art, à la littérature, à l'histoire, et puis de l'autre côté, le gamin des cités qui s'exprime de manière vulgaire, qui s'intéresse à rien d'intéressant et à qui on ne peut pas faire confiance. George Orwell va complètement renverser ce cliché jusqu'à affirmer que, d'une certaine manière, c'est exactement le contraire. Dans les classes populaires, on trouve une entraide, une solidarité, une générosité sans pareil. Les rapports humains sont plus francs, moins hypocrites et plus fraternels. On ne cherche pas à tout prix à exploiter et à profiter du travail de son voisin. Attention, Orwell n'idéalise pas du tout les classes populaires. Il sait bien que la classe ouvrière n'est certainement pas à l'abri de la délinquance. Mais il cherche en tout cas à rétablir certaines vérités contre l'idéologie dominante qui consisterait à croire simplement que la bourgeoisie est infiniment plus morale que le prolétariat. C'est ce que Orwell appelle la common decency. Ce qu'on pourrait traduire par décence commune ou décence ordinaire. Cette morale ordinaire se fait de plus en plus rare à mesure que vous montez dans l'échelle sociale et au sommet de la montagne, l'oxygène se fait de plus en plus rare. Et c'est là qu'on en vient à notre question de départ. Comment se fait-il qu'il y ait autant de perversions dans le monde des ultra-riches et des célébrités? DS Harvey Weinstein, Polanski, Kevin Spacey, Bill Cosby. Quand vous habitez dans un quartier populaire, ce qui est assez marquant, c'est que l'entraide et l'altruisme sont très développés. Vous pouvez à tout moment toquer chez le voisin pour lui demander un litre de lait ou lui emprunter une perceuse. Par contre, quand vous commencez à accumuler beaucoup d'argent, vous n'avez plus besoin de personne. À tout moment, vous pouvez payer pour obtenir un service. Payer pour vous accompagner en voiture, payer pour qu'on vous livre un litre de lait quand vous en avez besoin, et même parfois payer pour obtenir du plaisir sexuel. Attention, Orwell ne dit évidemment pas que tous les riches sont pervers. Loin de lui une idée pareille. Mais il n'en reste pas moins que la possibilité de payer pour obtenir un service va venir progressivement remplacer les rapports d'altruisme et de solidarité. C'est une réalité sociologique. Quand vous habitez dans un immeuble bourgeois, c'est très rare qu'on vienne toquer à votre porte pour vous emprunter quelque chose. Ce que je veux dire, c'est que plus vous devenez riche, plus il est difficile de maintenir des relations humaines authentiques et équilibrées. Mais c'est loin d'être impossible, heureusement. Et c'est la raison pour laquelle Orwell ne tombe pas dans les généralités absurdes qui consisteraient à affirmer que tous les pauvres sont sympas et tous les riches sont des salauds. Et c'est pareil avec la célébrité. Quand vous devenez célèbre, même si vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous avez de moins en moins d'efforts à fournir pour avoir de l'amitié ou des relations amoureuses, et ça peut rendre quelqu'un terriblement égoïste au point de devenir insensible aux personnes qu'il a en face de lui. C'est ce qu'on appelle les caprices de star. La personne commence à s'habituer à avoir des gens à son service qui se soucient de ses moindres désirs. Mais dans les milieux populaires, ces relations totalement déséquilibrées sont très rares. Il y a quelque chose de plus authentique, de plus sincère, de plus égalitaire dans les rapports humains. On voit ça très bien dans le film Titanic de James Cameron. Rose, qui est une aristocrate, va rejoindre Jack, qui est très pauvre, en 3e classe, dans une danse endiablée, et c'est là qu'elle commence enfin à reprendre goût à la vie. Elle reprend goût à la vie parce qu'elle découvre de nouveaux rapports humains plus égalitaires. Les gens ne sont plus des esclaves à son service qui doivent exaucer tous ses souhaits, ils peuvent se comporter avec elle de manière naturelle et désintéressée. C'est ce qui explique qu'une aristocrate comme Rose puisse envier Jack jusqu'à tomber amoureuse de lui. Il lui fait découvrir de nouveaux rapports humains plus vrais, sans rapport de domination. Je pense que si le milieu du showbiz est frappé par autant de scandales, c'est parce que la célébrité et l'argent ne favorisent pas toujours la common decency. Cette morale ordinaire qui permet aux humains de nouer entre eux des rapports plus authentiques et égalitaires, et où personne ne se prend pour une idole à laquelle chacun doit venir se sacrifier pour mériter un petit peu d'attention. Une star peut facilement perdre les pédales en s'imaginant que tout le monde est à son service et que tout le monde lui doit de l'amour sans qu'elle-même n'ait à faire aucun effort pour en donner. Elle est donc habituée à des relations unilatérales. Et c'est exactement ça, forcer une relation. C'est penser que l'autre me doit de l'amour sans que j'ai à faire d'efforts pour lui plaire. C'est un dû.
Et lorsque vous en êtes là, la frontière avec le viol devient de plus en plus mince et le pas est vite franchi. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi le milieu du showbiz est-il autant secoué par des affaires aussi sordides? Dites-le moi dans les commentaires. Pour les élèves de terminale qui regardent cette vidéo, vous pouvez utiliser ce concept d'Orwell sur la notion de devoir moral, qui est l'une des notions au programme de terminale. Ben justement, depuis quelques mois, tu es très célèbre sur les réseaux, tu commences à l'être de plus en plus. Est-ce que ça commence à te rendre fou? Non, pour le moment, je crois que j'ai que les avantages parce que c'est pas non plus, voilà, on me reconnaît pas non plus dans la rue toutes les 5 minutes. Quand ça m'arrive, ça me fait extrêmement plaisir. Et donc, c'est que du positif. Dans quelques semaines, il y aura le bac philo blanc pour les élèves de terminale, puis la philo au mois de juin. On commence toujours le bac par la philo, je crois, hein, ça n'a pas changé. Quels conseils tu peux donner aux étudiants qui sont en terminale et qui galèrent en ce moment en philo pour mieux l'appréhender? À part d'aller voir, bien sûr, ton compte Bien sur sûr, TikTok. évidemment. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'angoisses qui sont liées à la dissertation de philo, au bac de philo en général, parce qu'on se demande comment est-ce que le correcteur va noter. Et je crois que là-dessus, il faut rassurer les élèves. Le correcteur ne note pas en fonction de ses propres appréciations, en fonction de ce qu'il aime, en fonction de ses idées, hein, mais plutôt en fonction de critères très objectifs, notamment est-ce qu'il y a une problématique? Est-ce qu'il y a des références philosophiques? Est-ce qu'il y a des bons exemples? Donc si vous avez travaillé, si vous avez des références philosophiques, si vous avez des bons exemples et qu'il y a une problématique, eh ben, il n'y a aucune raison de rater cette épreuve. Et puis quelques semaines avant le bac, il y aura la sortie du livre, donc le bac philo en mode Exactement. serial thinker. Qui Ça devrait sera vous aider. le meilleur moyen pour bien réviser. Voilà. On était avec Lev Franklel, que vous pouvez suivre sur les réseaux. Donc à chaque fois, on tape serial thinker, on te trouve. Exactement. Voilà, la très bonne idée. Résumer des pensées philosophiques en 3 minutes, chaque notion du programme de terminale. Il y en a 17. Merci beaucoup d'avoir Merci été à avec vous. nous, Lev. Merci.